Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le président chinois Xi Jinping se rendra en visite officielle en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran du 19 janvier au 23. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé l'emploi du temps lors d'un briefing de presse vendredi à Beijing. Il a déclaré que les invitations venaient du roi saoudien ainsi que des présidents égyptiens et iraniens. Autre nouvelle, vendredi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré à Beijing son homologue suisse, Didier Burkhalter. Wang Yi a déclaré que la Chine et la Suisse entretenaient de bonnes relations et une coopération fructueuse dans tous les domaines, notamment dans le secteur financier. Il a indiqué que les deux pays avaient été des pionniers plusieurs fois dans les relations sino-européennes et cultivé conjointement l'esprit sino-suisse, à savoir l'égalité, l'innovation et la relation gagnant-gagnant. Wang Yi a ajouté que la Chine continue à renforcer les échanges de haut niveau, à élargir la coopération, à promouvoir la construction du projet Une ceinture et une route et à intensifier les échanges culturels et la coordination dans les affaires internationales avec la Suisse. Didier Burkhalter a quant à lui déclaré que depuis les 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine, les deux pays se respectaient, se faisaient confiance et élargissaient sans cesse le dialogue et la coopération. La Suisse espère approfondir les collaborations dans la finance, l'innovation, la technologie et l'éducation, renforcer la communication et la coordination dans les affaires multilatérales et enfin continuer à améliorer la relation entre les deux pays. En réponse à une question sur le problème nucléaire de la péninsule coréenne, Wang Yi a déclaré que le nouvel essai nucléaire de la RPDC avait violé à nouveau la résolution de l'ONU et que cet essai était contraire aux objectifs de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a ajouté que la Chine soutenait les déclarations de l'ONU et que son pays continuerait à travailler pour encourager toutes les parties à reprendre les pourparlers à 6. Autre sujet d'actualité, l'Iran a annoncé avoir retiré le cœur de son réacteur nucléaire d'Arak. Le démantèlement du réacteur est une partie cruciale de l'accord du pays avec les grandes puissances pour réduire son programme nucléaire. Il éliminera toute possibilité pour l'Iran de produire une bombe nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit délivrer son rapport final vendredi sur la tenue des engagements de l'Iran. Jeudi, dans le centre de Jakarta, la capitale indonésienne, des attentats ont fait 7 morts, dont 5 assaillants. La police a confirmé lors d'une conférence de presse que le groupe État islamique se trouvait derrière ces attaques. Nous allons faire en sorte que le groupe extrémiste appelé État islamique paie pour ce qui s'est passé. Nous avons travaillé sans relâche pour résoudre ce crime. Nous avons également trouvé un drapeau du groupe État islamique sur une autre scène de crime. Le chef de la police indonésienne a promis que ses services allaient traquer et arrêter les responsables des attaques. Il a par ailleurs indiqué être certain que plus de 5 personnes étaient impliquées. La police a arrêté et interrogé 3 suspects en lien avec les attaques et elle a identifié un islamiste indonésien, Bahru Naim, comme étant le cerveau présumé des attaques. Les attaques ont fait 2 victimes, un Indonésien et un Canadien, ainsi que 24 blessés. Et les pays voisins de l'Indonésie, la Malaisie et Singapour ont déclaré avoir renforcé leurs mesures de sécurité. Les autorités malaisiennes ont annoncé que la police était en état d'alerte maximale. Les mesures préventives extraordinaires seront mises en place dans les régions frontalières afin de prévenir toute infiltration d'éléments terroristes. Singapour a également intensifié son dispositif sécuritaire et a accepté de renforcer la coopération bilatérale avec l'Indonésie en matière de sécurité. L'ambassade américaine à Jakarta restera fermée vendredi par précaution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné les attaques et souligné que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable. En Allemagne maintenant, un homme politique bavarois en colère a renvoyé un bus rempli de réfugiés à Berlin pour montrer à la chancelière allemande Angela Merkel que sa ville ne peut plus gérer l'afflux continu de réfugiés. Le bus est arrivé devant le bureau de la chancelière jeudi soir après un voyage de 7 heures. Madame Merkel est sous pression pour réduire l'afflux de migrants en Allemagne. La majorité d'entre eux fuient les guerres civiles au Moyen-Orient ou en Afrique. Près de 1,1 million de personnes sont arrivées l'an dernier et plusieurs milliers continuent d'affluer chaque jour. Peter Dreyer, administrateur du district de Landshut,
et l'un des organisateurs du bus agit en conséquence d'une menace qu'il avait fait part à la chancelière l'an dernier. J'ai dit à la chancelière dans une lettre ouverte il y a 3 mois que notre capacité d'accueil serait dépassée. Je suis toujours en faveur d'aider ces gens d'une manière humaine, et non pas sous des toits provisoires, pour un mois dans un gymnase ou quelque chose du style. Nous ne pouvons tout simplement pas fournir un logement humain à cette allure et avec ces chiffres. C'est la raison pour laquelle j'ai agi ainsi. J'en parle à la chancelière de temps en temps et elle me dit qu'elle travaille sur une solution avec la Turquie et qu'elle compte sur la solidarité des autres États membres de l'Union européenne. La Banque centrale de Chine a publié un rapport sur les statistiques financières. Selon les chiffres officiels, en 2015, les nouveaux emprunts libellés en yuan en Chine ont atteint 11 700 milliards de yuan. C'est 1 800 milliards de plus que l'année précédente. L'indice de masse monétaire, ou M1, a grimpé de 15% en glissement annuel à 40 000 milliards de yuan à la fin 2015. Pendant ce temps, M2 a augmenté de 13% en glissement annuel à environ 140 000 milliards à la fin de décembre. Les dépôts libellés en yuan ont augmenté d'environ 15 000 milliards en 2015, en hausse de 2 000 milliards par rapport à l'an dernier. Le financement social total est resté aux alentours de 15 400 milliards, près de 500 milliards de moins qu'en 2014. Sheng Song-Chung, directeur du département d'études et de statistiques, a déclaré que ces chiffres montraient qu'il y avait suffisamment de liquidités dans l'économie. L'économie chinoise est plombée par ses capacités excédentaires et les fragilités de son système financier. Toutefois, la Commission nationale pour le développement et la réforme vient de souligner que l'objectif de croissance restait de 6,5%. Il s'agirait du taux de croissance minimal pour que la Chine reste en plein emploi. Écoutons l'analyse des experts financiers. La Commission nationale du développement et de la réforme a rappelé l'objectif de 6,5% de croissance, malgré les pressions déflationnistes et la contraction de l'activité manufacturière. Selon un analyste d'une grande banque chinoise, la Chine a besoin d'une politique monétaire modérément souple pour soutenir les réformes structurelles et la diminution des coûts financiers. La conférence de travail du comité central du PCC sur l'économie a fixé 5 tâches pour cette année: la réduction des capacités industrielles, le déstockage, le désendettement, la diminution des coûts des entreprises et la hausse de l'efficacité industrielle. Ceci va créer de fortes pressions afin de réajuster l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une politique monétaire souple et d'un environnement financier stable et d'empêcher une marche arrière au niveau de la restructuration économique. L'an dernier, la Banque populaire a diminué à 5 reprises ses taux d'intérêt et les taux de réserve obligatoires des banques, afin d'atténuer le ralentissement économique. Toutefois, elle pourrait cette année être plus réticente à abaisser ses taux d'intérêt, le yuan ayant plongé un plus bas de 5 ans contre le dollar. De nouvelles réductions des taux d'intérêt pourraient accélérer la chute de la devise, ce qui de facto conduirait pour les entreprises à une hausse des coûts des dettes nominées en dollars. Je pense que la Banque centrale va être plus prudente en matière de baisse des taux d'intérêt, car le yuan subit en permanence des pressions baissières contre le dollar. En ce qui concerne les taux de réserve obligatoires, cela va dépendre de la liquidité. Je pense que cette année, on aura 2 ou 3 baisses des taux de réserve obligatoires. De manière générale, la politique monétaire ne sera cette année pas souple. Au cours des 2 premières semaines de l'année, la Banque centrale a injecté un total de 230 milliards de dollars via des opérations d'open market afin de faire face au manque de liquidité avant la saison des fêtes. Les analystes ne prévoient pas de nouvelles diminutions des taux de réserve obligatoires sur le court terme. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances.
Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposant ce type de service attirent un nombre croissant de jeunes investisseurs. Les entreprises de courtage en ligne telles que Jimubox et TigerBroker.com surfent sur cette tendance en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers, de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 $ sur le marché américain. Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr. Jackson Lin utilise des sites de courtage comme Jimubox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour Jimubox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. Jimubox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse. De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez Jimubox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfund. Jimubox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions de $, provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. L'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 à Shanghai a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minrang et de Tiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Reportage. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Tiating. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Tiating directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée. Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minran a vu ses prix augmenter de 400 000 yuans le mètre carré à 430 000 yuans. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier.
Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%. Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisse en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter. Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santaline Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhan et de Jiating. De plus en plus de personnes préfèrent utiliser leur téléphone plutôt que leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, ce moyen de paiement peut être risqué. Explication. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait. Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte, puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri. Les autorités de Guangzhou ont annoncé que la province du Guangdong est celle qui compte le plus de toxicomanes en Chine. Le phénomène est particulièrement inquiétant car il touche principalement la population jeune. C'est pourquoi Guangzhou a mis en place cette année un programme éducatif anti-drogue afin de tenter d'enrayer le problème. CCTV s'est rendu dans une école de la province pour en savoir plus. Il est 2 h de l'après-midi. Les étudiants de l'école pharmaceutique de Guangzhou suivent une classe spéciale. Aujourd'hui, 6 policiers sont venus leur parler afin de partager avec eux leur expérience relative à la lutte anti-drogue et de clarifier certains malentendus communs sur ces substances.
Les conversations se tiennent en groupe restreint. Pour la plupart des adolescents présents, cette proximité avec un policier est une première. Les policiers ne sont pas aussi durs que je l'imaginais. En réalité, ils sont gentils. Je pensais que la consommation de drogue ne me concernait pas, mais je réalise désormais les dangers potentiels qu'elle constitue. Cette activité s'appelle la bibliothèque humaine. Elle permet aux étudiants de communiquer directement avec différents praticiens plutôt que de s'en tenir à l'enseignement traditionnel dispensé par les professeurs. Les étudiants ont posé beaucoup de questions sur les drogues aux policiers qui sont experts en la matière. Cette méthode d'éducation est bien plus impressionnante et efficace que celle qui consiste à écouter un professeur. Parallèlement, des maquettes de drogue sont exposées et introduites brièvement dans la cour de l'école. Les clichés témoignant de l'impact que leur consommation peut avoir sont affichés au mur. Certains expliquent qu'il ne s'agit pas de leur première rencontre avec de tels visages. Il y a un centre de désintoxication près de notre école et depuis ma salle de classe, je peux observer des toxicomanes tous les jours. Il ne faut pas prendre de drogue. L'activité d'aujourd'hui marque le début d'un programme éducatif initié par les autorités locales de Guangzhou. Pour enrayer la toxicomanie qui séduit de plus en plus de jeunes de la province, la ville prévoit d'organiser 100 classes spéciales cette année. Ainsi, ces sessions se tiendront 2 fois par semaine dans différentes écoles, communautés et entreprises. La plupart de ces classes se tiendra dans des écoles et se concentrera sur les jeunes âgés de 10 à 25 ans. Cela fait partie d'un plan triennal national de prévention contre la consommation de drogue. Les mesures anti-drogue sont nombreuses dans la province du Guangdong et sa capitale, la ville de Guangzhou, travaille désormais à traiter le problème à la source. Archéologie maintenant, à Nanchang, dans le sud-est de la Chine, des archéologues se préparent à ouvrir le cercueil d'un ancien empereur. C'est par avion que le cercueil et son porteur, entreposés dans un sarcophage de bois, seront transportés avant d'être livrés ce vendredi à un laboratoire. La cargaison sera ouverte samedi. Selon les archéologues présents sur le site de l'excavation, en raison de mouvements géologiques, un léger effondrement s'est produit dans la salle funéraire. Cela a d'ailleurs provoqué la désintégration de la couche de protection extérieure du cercueil. C'est la raison pour laquelle le cercueil est acheminé dans un environnement plus stable. L'ouverture de ce cercueil sera réalisée dans des conditions très strictes. L'apport d'oxygène et l'humidité seront contrôlés. Le site où le marquis de Rairun a été enterré date de la dynastie des Han, soit 2000 ans environ. À ce jour, les trésors archéologiques potentiels du site constitués par l'ambre, le jade et autres pièces d'or n'ont pas encore été découverts. Et c'est la fin du journal. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme à toutes et à tous sur notre antenne.